Venons-en désormais aux enjeux de marché à l'issue du mois de mai, qui aura été un mois intéressant à observer. Contrôle technique mensuel avec Romain Daubry, avec nous en visioconférence, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Le mois de mai, Bonjour, effectivement, qui aura été une sorte de respiration. Je le disais, quand on regarde des indices action globale, action mondiale, c'est plutôt une consolidation à plat d'à peine quelques pourcents. On va rentrer un peu dans les spécificités locales du mois de mai, du retracement qu'on a pu observer de part et d'autre en Europe et aux États-Unis notamment. Romain, la question c'est, est-ce que c'est une respiration certes légitime qui permet de renforcer ou de consolider les tendances qu'on observait auparavant dans le marché, ou est-ce qu'il y a un risque d'un début de construction d'un schéma de retournement baissier peut-être un peu plus prononcé que ce qu'on a pu observer jusqu'à présent? C'est possible, effectivement. C'est pas ce qu'on en lit dans l'immédiat. Ça ressemble plutôt effectivement à une pause légitime après un mouvement important, de la force dans le marché, des recoveries importantes. Et on y va toujours. Alors ça, c'est vraiment quand on regarde dans le détail, parce que c'est la suite qui le dira, bien sûr, mais quand on regarde dans le détail, toujours de l'intérêt, de l'activité sur des valeurs. Voilà. Alors il y a une pause, évidemment, parce que les valeurs du luxe avaient énormément performé, si on regarde l'indice parisien, par exemple. Mais il y a des relais qui sont pris. On a vu le Nasdaq partir de façon un peu solitaire, un peu puissante ces dernières semaines, alors que les indices européens consolident depuis maintenant la mi-avril. Mais on voit des titres qui trouvent du relais, de l'intérêt. On avait Dassault Systèmes qui était un peu pénalisé, qui est intéressante à nouveau. Capgemini sur des annonces de renforcement de partenariat avec Google dans l'intelligence artificielle, le thème du moment. Puis on a beaucoup d'activités sur des petites et moyennes capitalisations, toujours dans le même domaine. Il y a de très belles valeurs comme Calray, par exemple, qui bénéficie de cet engouement aussi du moment, et puis on peut même le travailler sous forme de panier de valeurs. Donc il y a manifestement des choses qui restent solides dans un marché qui a besoin de souffler, et c'est plutôt sain et légitime. En revanche, on a de gros plafonds de verre au-dessus de la tête sur la plupart des grands indices, où on y arrive en tout cas, et les drivers pourraient manquer dans les jours qui viennent, puisqu'on n'a pas, à part, vous le rappeliez, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis cet après-midi. On n'aura pas beaucoup d'éléments dans les 15 prochains jours avant les réunions des banques centrales. Ouais. Donc à court terme, pas énormément de drivers. Et puis la saison s'y prête aussi. On sait que mai et juin sont généralement des mois relativement faibles. Ça s'est confirmé en Europe. Ça a été moins le cas aux États-Unis, où c'est resté solide. Mais une petite pause paraît légitime. On n'a pas d'alerte. On va constater quand même qu'il y a un peu plus d'optimisme, ce qui est aussi légitime compte tenu du mouvement qu'on a connu. C'est souvent comme ça que ça se passe. On part de pessimisme, voire de peur, pour aller construire vers l'optimisme. Et si on regarde sur les marchés dérivés et du côté de l'intérêt, c'est assez moyen et sans réelle force sur les indices européens. On a du soutien clairement depuis plusieurs semaines maintenant sur les indices européens du côté des marchés dérivés, et pas de complaisance, même si on se laisse un peu plus aller du côté des couvertures depuis quelques temps. Mais le moindre repli est un rappel à l'ordre pour les opérateurs qui se couvrent à nouveau. Quelques graphiques pour illustrer cette idée de plafond de verre. Alors d'ailleurs, un graphique avec un peu de recul sur l'Eurostoxx 50, avec une unité de temps un peu longue, celle du trimestre, qui permet de dézoomer un petit peu la situation. Et c'est vrai que le graphique est très clair de ce point de vue-là. On voit très bien le plafond de verre sous lequel se trouve l'indice européen de la zone euro, des 50 grandes valeurs de la zone euro. Effectivement, 4400 points sur l'Eurostoxx, c'est un graphique trimestriel. Donc chaque bougie représente un trimestre, c'est très large, mais il faut le faire parfois pour comprendre les enjeux. On a buté dessus en début d'année, et puis c'est un niveau donc sous lequel on consolide depuis maintenant plusieurs jours. On a entamé, nous, la consolidation mi-avril, donc sur les indices européens. C'est un niveau sur lequel on avait buté en 2021 déjà sur l'Eurostoxx, et puis en 2007-2008, niveau de retournement au moment de la crise des subprimes. Alors on pourrait l'étendre un tout petit peu ce niveau, mais on voit que le marché l'a bien observé, et donc c'était juste pour recadrer les choses et voir quels enjeux et après quel parcours aussi eh bien sont à venir. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation spécifique du CAC 40 ? Alors, on a beaucoup parlé de cet indice depuis l'automne dernier, parce que ça a été un indice. L'Europe a été une zone leader, l'Europe boursière. Et dans l'Europe boursière, le CAC 40 a été un leader incontesté pendant des mois et même plusieurs trimestres maintenant. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'au mois de mai, tout ce qui a fait la force du CAC 40 auparavant, c'est un peu retourné contre nous. Rien de dramatique, mais c'est vrai que c'est l'indice en Europe qui a peut-être, l'indice majeur en Europe, qui a peut-être souffert le plus au cours du mois de mai.
Oui, effectivement, on a des performances intéressantes en mensuel. Le CAC 40, alors cash, hein, donc dividende réintégré, c'est 5,24 de baisse. C'est un peu moins effectivement si on regarde l'indice dividende réintégré cette fois-ci, donc le CAC 40 PX1 Global Return et celui-là, et c'est 3,80 de baisse. Alors que pendant ce temps-là, le S&P a progressé de 0,25 et le Nasdaq, lui, de 7,61. On peut aussi dire un mot du Nikkei qui est toujours très fort et qui a progressé de 6,86% pendant la période. Sur l'indice CAC 40 Cash, ce qu'on voit, c'est qu'on avait tenté de déborder 7385 points, on avait identifié ce niveau, et donc une poursuite haussière et la duplication du trading range 6830, 7385. On a cette fausse sortie, invalidation et retour brutal en dessous avec cette baisse au mois de mai marquée, mais déjà de la résilience au-delà d'un niveau d'alerte de moyen terme vraiment important, 7082 points sur l'indice CAC 40 cash et on le préserve. Donc dans le trading range 6830, 7385, on est pour l'instant du bon côté de la barrière. Est-ce qu'on peut consolider un peu plus? Pourquoi pas? Et aller chercher 6830, c'est possible compte tenu des petits signes de faiblesse qu'on a eu et des légères pressions baissières qu'on a connues sur les indices européens. On n'a pas eu de pression baissière sur les indices européens et c'est bien les indices américains qu'il faut continuer à regarder. On n'a pas de signe de faiblesse de ce côté-là. Donc on repousse peut-être cette sortie par le haut. On reste quand même relativement solide et on voit les enjeux. Donc 6830, 7385 avec un niveau à ne pas enfoncer cette fois-ci, c'est 6830 si on y retournait. J'espère qu'il y aura des forces d'intérêt sur ces niveaux-là. On sait qu'il y a encore de la liquidité et que tous les opérateurs n'étaient pas rentrés dans ce gros rallye qu'on a connu depuis le mois d'octobre dernier. Donc c'est un scénario probable. Compte tenu de la faible pression baissière qu'on connaît, c'est possible qu'on construise des choses un peu plus solides si on retraçait un peu mieux. Si on zoome là sur le futur CAC avec une vue quotidienne, Romain, qui permet d'ailleurs d'intégrer le rebond qu'on a depuis 2 jours et qui est encore en vie, en cours, là au moment où on se parle, sur ces 2 premières séances du mois de juin. Qu'est-ce que ça nous dit des enjeux techniques de court terme là désormais pour le CAC? Il y a des signes de solidité. Et là, si on regarde à court terme, on avait eu de la pression baissière les séances des 30 et 31 mai, 6 à 7% sur l'Eurostoxx et sur le futur CAC 40. C'est important, c'est à noter. En revanche, ça n'était pas le cas sur les marchés américains. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'au cours du rebond du 1er juin, sur l'Eurostoxx, on a détruit les 3/4 de cette position ouverte dans la baisse. Sur le CAC 40, c'était moins flagrant. Ce qu'on constate, c'est qu'on est déjà aux alentours de 7232 au moment où on se parle. Donc, quand je vous ai envoyé le graphique, c'est un peu moins. Manifestement, on est en train d'invalider cette possible structure de retournement baissière et de repasser au-dessus de 7232 ou en tout cas de le tenir. Ce serait la réactivation haussière. Maintenant, compte tenu du coup d'arrêt qu'on a connu sur les gros indices européens, notamment le gap baissier qu'on n'a pas à l'écran, mais du 24 mai dernier, qu'on a eu sur l'Eurostoxx, sur le DAX aussi assez important et sur le CAC 40 cash, sous les 7385 dont on parlait, donc sur le CAC 40 cash, on a quand même un coup d'arrêt sur les indices européens et on ne voit pas très bien comment on repartirait fortement à la hausse, sauf élément évidemment impromptu qui viendrait rompre le rythme des marchés. Donc pour l'instant, le mouvement de baisse plus marqué, ça a l'air d'être canalisé au-delà de l'alerte de moyen terme situé à 7074. La réactivation haussière à court terme, pourquoi pas, déborder 7287, aller chercher 7372, 435 au mieux, mais on ne voit pas de réactivation haussière forte compte tenu de la structure et du coup d'arrêt qu'on a connu. Encore une fois, sauf élément qui viendrait changer l'harmonie actuelle des marchés. Côté américain, force est de constater que l'enseignement, un des enseignements principaux du mois de mai pour le S&P 500, c'est que l'indice large américain est en train de franchir le niveau des 4200 points, qui était un niveau très regardé par l'ensemble des opérateurs de marché. Et on l'a beaucoup regardé. On en a parlé énormément ensemble. C'était le gap baissier hebdomadaire du 22 août dernier, ouvert après Jackson Hole. Et c'était, on le savait, un plafond de verre aussi, un élément important à déborder. Ça fait plusieurs séances qu'on arrive à se réinstaller au-dessus. On est allé le chercher avec du volume en plus, en hausse sur le S&P. Reste que, on a au-delà de 4218,70, qui était donc le pied de ce gap, 4273. Et 4273, si vous regardez cette résistance, c'est le niveau de support, enfin le niveau de résistance maintenant majeur, mais le niveau de support majeur qu'on a travaillé à l'époque entre juin 2021 et avril 2022, avant que l'indice S&P ne se retourne à la baisse.
Donc il va falloir, après le rallye qu'on a connu, trouver des drivers pour aller déborder ce niveau-là. Alors le marché est capable de continuer, de poursuivre sur son air, comme on le dit, de continuer avec son élan, mais il va peut-être falloir des drivers forts pour déborder ce niveau-là. Donc pas de figure de retournement sur le S&P, pas de signaux de faiblesse du tout, de l'intérêt acheteur, mais des gros niveaux à déborder, et donc ce niveau de 4218, 4273, qui, s'il l'était, en revanche, ouvre la voie à une accélération complémentaire assez importante. Encore une fois, pas d'alerte, mais peut-être une pause possible dans les jours qui viendraient. Bon, que dire alors du Nasdaq, Romain, là, qui a connu une fin de mois de mai. Les 2 dernières semaines du mois de mai pour le Nasdaq ont été quand même spectaculaires, avec bien sûr la fusée Nvidia, on en a beaucoup parlé. Est-ce que ça nous donne une construction solide quand même pour l'ensemble de l'indice Nasdaq 100 que vous suivez notamment, Romain? Oui, c'est une construction solide, elle est partie de loin avec ce fameux double bottom qu'on avait largement évoqué au-delà de 10 690, le franchissement de 12 165 et la cible idéale du mouvement c'était 13 720. C'est pour ça que j'ai indiqué cible 3 parce qu'on avait 12 865, 13 720, 14 715, c'est un peu la cerise sur le gâteau, on s'en approche. Ça reste un très gros niveau, c'est le pendant du niveau qu'on observait sur le S&P à 4273. Donc, pareil, il va falloir des éléments pour le construire. Reste qu'on s'inquiétait du manque de participation de valeur sur le Nasdaq. Et on observait que la hausse s'était construite avec 5 valeurs principalement. Il y en a d'autres qui arrivent manifestement, et maintenant on les tend à 7, etc. Et donc, c'est dire que ce qu'on pouvait déplorer comme manque de participation, ce que nous on voyait comme un signal de force potentielle, est en train de se mettre en place. Ça peut consolider sur les indices, mais il y a de belles histoires en dehors, et c'est ce qu'on constate aussi sur les valeurs et encore des signaux de faiblesse dans les small et mid caps. Il se passe pas mal de choses, on en a cité une ou deux, mais si on voulait parler de Carbios qui fait l'objet d'annonces, une biotechnologie qui fait l'objet d'annonces en ce moment, et il y en a d'autres aussi donc sur les indices européens, donc toujours de la force et donc des niveaux cibles en approche, mais pas de figure de retournement, pas de signaux de faiblesse. Alors on surveillera cette bougie, la dernière bougie hebdomadaire du Nasdaq, qui pourrait être ce qu'on appelle un pendu. Mais encore une fois, une bougie seule ne fait pas un retournement de tendance. Et puis, on a toujours de la force et des réactions solides sur les indices américains. Il faut qu'on termine rapidement, Romain. Un mot du VIX. Effectivement, là aussi, c'est une petite nouvelle, entre guillemets, puisqu'on voit le VIX passer sous le niveau de 16, là, depuis quelques heures. Oui, et qui est repassé, installé cette fois sous 18,36. Et donc, entre 15,40 et 18,36, on est dans la zone d'optimisme. Mais comme vous le voyez, on est dans le bas de la zone d'optimisme. On devient franchement optimiste si on devait donner cette gradation. Elle fonctionne bien. On observe ce graphique et ces niveaux depuis longtemps ensemble. Donc, on n'est pas en complaisance. On s'en approche. Donc, on peut être un peu plus vigilant. Encore une fois, comme disait Templeton, les marchés boursiers meurent dans la complaisance ou l'euphorie. Les hausses se terminent comme ça. On n'y est pas encore, donc il y a encore peut-être un peu de place. Et puis un mot pour finir de l'euro-dollar. Effectivement, là aussi, ça a été un mouvement marquant tout au long du mois de mai. Le rebond, la remontée du dollar contre toute devise et face à l'euro-dollar notamment. Qu'est-ce que ça nous dit de la tendance qu'on observait auparavant, Romain ? C'est un niveau charnière, encore une fois, sur l'euro-dollar. On voit cette oblique baissière qu'on a observée plusieurs fois ensemble, baissière depuis 2008. On avait tenté de la déborder, on était repassé en dessous. On a été contre 1,1104, formé un mouvement de baisse pour l'instant technique, et on a rebondi sur cette oblique à nouveau, et on s'installe au-delà pour l'instant toujours, et au-delà de 1,0720. Donc un petit mouvement technique important, un short qu'on a donc débouclé. Ça reste haussier sur l'euro, ça reste un peu baissier sur le dollar, d'autant plus qu'il a connu hier sa pire séance depuis le mois de mars, le dollar à la baisse. Donc peut-être une fin de cette consolidation sur le dollar, de l'euro, pardon, et peut-être la fin de la hausse ponctuelle sur le dollar. À surveiller, on est sur des niveaux charnières. Effectivement, peut-être un peu moins d'aversion au risque également avec le relèvement du plafond de la dette qui est désormais acté par le Congrès américain, qui a pu peut-être créer un peu d'aversion au risque au cours des dernières séances et des dernières semaines. Merci beaucoup, Romain. Romain Debrye avec nous une fois par mois au moins pour ce contrôle technique mensuel des marchés, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.